Bien le bonsoir, merci de nous retrouver donc au cœur de cette autre édition du débat économique sur Afrique Média Télévision. Eh bien, nous nous intéressons davantage au Mali avec effectivement ces nombreuses richesses que regorge le sol, mais surtout le sous-sol de ce pays de l'Afrique de l'Ouest. Comment comprendre que des années après, eh bien, le développement économique de ce pays piétine, sinon est tout simplement inexistant. Des experts à la matière vont nous permettre d'asseoir certainement les données, mais surtout les références macro et microéconomiques qui nous permettront à coup sûr de pouvoir projeter le développement économique de ce pays pivot pourtant au sein de l'Afrique de l'Est. Et puis en seconde thématique, nous évoquons davantage cette guerre, on va dire cette question de gaz et de pétrole qui semble prendre des proportions assez particulières dans le quotidien des États africains aujourd'hui. Eh bien, la problématique de la mise en place donc des raffineries ressurgit alors qu'elle avait été visiblement oubliée, sinon mise au placard depuis plusieurs années. Si le coût exorbitant, j'y arrive, de la mise en place de ces raffineries, mais surtout le coût que cela comporte avait été mis au devant de la scène des années bien en arrière comme étant des véritables épines aux États africains. Eh bien, ces derniers pensent que le temps est plus que donné pour y aller de main forte, surtout afin de contourner un certain nombre de réalités auxquelles ces pays sont visiblement imposés. On y reviendra, messieurs, mesdames, dans le cadre de cette édition. Le temps pour nous de présenter le richissime panel qui nous accompagne le temps de cette édition géoéconomique. Le tout premier, professeur Nicolas Aggo, vous êtes économiste. Merci infiniment de nous retrouver dans le cadre de cette édition. Bonsoir, vous bienvenue. Bonsoir. Bonsoir à vous-même et bonsoir à toute l'Afrique. Ou bien bonjour aux Africains. Selon les lieux où ils se trouvent et je rencontre. Je suis à votre écoute. Merci à vous, professeur Nicolas Agou. On va présenter également nos civilités au deuxième invité qui est avec nous, pas de moindre, monsieur Benoît Kouké-Béné, ex-ministre congolais des hydrocarbures entre 1993 et 1997. Très cher monsieur, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes également ingénieur pétrolier à l'IFP du côté de la France, membre de l'Union panafricaine pour la démocratie et le progrès social, formation dont vous en êtes d'ailleurs vice-président. Il faut dire que grâce à vous, votre pays, le Congo, a réussi à une certaine époque la renégociation des contrats pétroliers avec les firmes internationales opérant dans le secteur, lesquelles négociations, même si elles furent difficiles, ont donc fini par aboutir à la fin des contrats de concession, mais surtout à la conclusion d'un nouveau partenariat, le contrat de partage de production avec près de 33% pour l'État congolais. Jamais un ministre n'a réussi à mettre en place une telle dynamique qui profite davantage aujourd'hui à votre pays, le Congo. C'est de la raison que vous êtes notre invité dans le cadre de cette édition géoéconomique. Une fois encore, merci infiniment que d'être là, très chers messieurs. Merci de m'avoir invité à cette émission. Merci beaucoup. Merci infiniment à vous. Et bien, on sera rejoint dans un court instant par le professeur François Degueux, mais surtout docteur Jean-Fils Aimé. Messieurs, intéressons-nous à cette première thématique, professeur Nicolas Agbo, puisque nous parlons donc de ce pays pivot au centre de l'Afrique de l'Ouest, le Mali. La toute première question, professeur, je vous la pose. Peut-être je serai un peu péremptoire dans cette question, mais je voudrais vous la poser tout de même. Est-ce que nous pouvons affirmer d'entrée aujourd'hui que le Mali est victime de ces richesses naturelles? Merci, cher frère, de me poser cette question. Poser cette question relativement au Mali, en fait, ça revient à poser la même question, mais par rapport à tous les pays d'Afrique. Souvent, et c'est devenu maintenant un vocabulaire courant, que l'Afrique est victime de ses richesses. Alors, bien, on peut continuer. Allez-y. Dire que poser la question de savoir si le Mali ou même tous les pays africains sont victimes de leur richesse, en fait, c'est mal posé selon moi le problème. Pourquoi? Comment? Vous êtes propriétaire d'une richesse et
on vous dit que vous êtes victime de cette richesse. Si vous êtes victime, ça veut dire, c'est comme une sorte de malédiction, avoir des richesses naturelles, surtout en abondance, ça veut dire que c'est comme une malédiction, ce qui n'est pas vrai. Regardons les pays arabo-musulmans, hier qui étaient dans le désert, quand on a découvert chez eux le pétrole. Vous ne voyez pas le niveau de richesse qu'ils ont. Parce que eux, ils savent comment il faut faire pour profiter du pétrole, par exemple, qui est leur richesse. Ce n'est pas ce que font les Africains. Les Africains livrent les matières premières brutes à l'occupant. J'entends par le mot matière première, il s'agit de matières premières, qu'elles soient agricoles, minières, minérales et énergétiques. Ces matières premières ne sont pas transformées en Afrique à produits finis et par conséquent, eh bien, ne génèrent pas de la richesse. Et les Africains sont dans la pauvreté. Donc, on ne peut pas dire que le Mali est victime de ses richesses. Non. Le problème de l'Afrique, il faut le dire, les Africains ne se donnent pas les moyens objectifs pour se défendre. Je reprends. Depuis des siècles, depuis que l'Afrique a été renversée, depuis plus de 5 siècles, on ne parlait que de l'esclavage des Occidentaux. Les Africains sont là et on les exploite, on met à leur tête des dirigeants qui sont aux ordres. Et il n'est pas autrement, je dis bien, quels que soient les dirigeants. Parce que les Africains ne se sont pas jusqu'à présent donné des moyens militaires pour se défendre efficacement. Donc nous disons, aujourd'hui, puisque les Africains sont à la recherche de leurs solutions, nous disons aujourd'hui, il y a 3 solutions majeures auxquelles s'ajoute une 4e. Quelles sont ces 3 solutions majeures? Nous insistons, parce que nous avons, pendant plus de 20 ans, fait des conférences sur le franc CFA, etc. Ça n'a rien donné à faire. C'est maintenant que les gens commencent à comprendre. La première solution, c'est battre la monnaie unique africaine. Je vais vous dire pourquoi. La deuxième solution, pour ceux qui nous écoutent, c'est l'industrialisation, c'est-à-dire transformer les matières premières en des produits finis qui génèrent de la richesse qu'on appelle les valeurs ajoutées, lesquelles les valeurs ajoutées éliminent la pauvreté. La troisième solution, c'est pour créer l'État fédéral africain. Et à partir de là, on peut s'ajouter à long terme, mais ce qu'on appelle la solution anthropologique, c'est-à-dire la résurgence du passé glorieux de l'Afrique qui a fécondé toute l'humanité pour que les Africains puissent se débarrasser de ce complexe d'infériorité devant quiconque. Donc, ici et maintenant, si nous nous intéressons à la question, j'ai dit et je répète, il y a une occasion unique en son genre qui se présente aujourd'hui à l'Afrique. Et c'est ce que le Mali a commencé à faire. Quelle est cette solution unique? Et quelle est cette occasion unique? C'est que la Russie de Vladimir Poutine est en conflit ouvert avec tous les Occidentaux. Et le Mali a eu le courage d'aller vers la Russie de Vladimir Poutine, qui lui permet de poser 5 actes pour nous qui sont aujourd'hui révolutionnaires. Rappelons-le, quels sont ces 5 actes révolutionnaires? Le premier acte, c'est que le Mali a eu le courage de renvoyer de son pays l'ambassadeur qui tenait des propos qui étaient inacceptables. Ça a choqué l'occupant habituel. Deuxièmement, le Mali a renvoyé l'opération Barkhane, l'armée Barkhane, de son sol. C'est une audace. Ça, c'est le deuxième acte révolutionnaire. Le Mali, troisième acte révolutionnaire, le Mali a fermé tous les médias français.
RFI, TV5, etc. Quatrième acte révolutionnaire, le Mali a quitté le G5 Sahel. Et enfin, le Mali a rompu les relations de coopération militaire avec la France et à lieu et place a conclu des accords de coopération militaire avec la Russie. C'est ce qui lui permet aujourd'hui de s'armer puissamment, j'insiste sur le mot, s'armer puissamment et de commencer à se reconstruire, à renvoyer les djihadistes et à faire sa sécurité. Pour mémoire, rappelons tout de suite, au moment où la vie est dure comme ça, mais le Mali a payé toutes ses dettes extérieures. Par exemple, de 85 milliards 500 millions de dollars. Le Mali, malgré les difficultés, aujourd'hui, on commence à classer le Mali, je crois, comme 5e producteur mondial de l'or. Mais avant ça, on vient quelques années en arrière, le Mali n'était même pas classé. Et qu'est-ce qu'il en a fait? Parce que le Mali, aujourd'hui, contrôle son or. Aujourd'hui, le Mali contrôle ses richesses naturelles. Et le Mali va se donner les moyens objectifs de transformer en produits finis les matières premières qui regorgent, qui sont dans son sous-sol. Et c'est ça. Donc, nous disons que l'occasion est unique parce que le président Vladimir Poutine, vous l'avez vu avec les images, quand il a reçu, par exemple, M. Emmanuel Macron, président, non pas français seulement, mais président de l'Union africaine, non, de l'Union européenne, eh bien, il était à un bout et l'autre était à un autre bout sur une table de 4 à 5 mètres. Mais lorsque le même Vladimir Poutine a reçu Macky Sall, le président sénégalais, en tant que président de l'Union africaine, mais c'était côte à côte, deux tabourets. Qu'est-ce qu'il a voulu dire? Que nous, la Russie, là, on n'a jamais fait du mal à l'Afrique. Même pendant le partage de l'Afrique en plusieurs morceaux, nous, la Russie, nous n'avons pas voulu partager l'Afrique. Donc, ici et maintenant, nous, les Russes, au moment où nous sommes en conflit ouvert avec les Occidentaux, qui, depuis là, on dirige le monde unipolaire, eh bien, nous vous disons, vous les Africains, l'occasion vous est donnée pour rentrer dans le train de la nouvelle civilisation qu'on appelle le nouvel ordre mondial multipolaire. C'est avec cette coopération que vous allez, vous les Africains, vous redécoloniser. Vous allez mettre fin à l'esclavage qui a pris une nouvelle forme. Parce que nous sommes dans le néo-esclavagisme. Et tout le monde le lit. L'armée et Vladimir Poutine, tout comme toute la Russie, dit que nous sommes prêts à vous vendre les armes qui vous ont été jusqu'ici interdites. Pourquoi interdites? Parce que dans la pensée de l'occupant, il est hors de question d'armer un esclave. Parce que si l'esclave est armé, il va tuer son maître. Il va se libérer de son maître. Voilà pourquoi, depuis plus de 60 ans de coopération militaire, ça ne donnait rien. Hier, vous étiez là. On est parti, la France est partie frapper la Côte d'Ivoire de Bago. Plusieurs milliers de morts. Aucun pays africain n'a bougé. Hier, vous étiez là. Nous étions là tous. Ils sont partis tuer Kadhafi. Rien. Et tout ça, pourquoi nous sommes dans un mutisme inquiétant? Tout simplement parce que nous n'avons pas les moyens de nous défendre. Or, la souveraineté d'un État, puisqu'on parle de la souveraineté, on parle du triangle de souveraineté. Le triangle de souveraineté, c'est 3 points. Premier point, c'est d'abord la monnaie, c'est-à-dire l'argent. Deuxième point, c'est la défense. Et troisième point, c'est le droit positif, pour ne pas dire la constitution. Si vous n'avez pas de l'argent, parce que quand on dit monnaie, c'est trop technique, vous ne pouvez rien faire. Par voie de conscience, vous ne pouvez pas vous défendre. Donc nous disons, ici et maintenant, il faut arrêter d'abord de dire qu'on est victime de nos richesses. Il faut plutôt dire, nous ne savons pas utiliser
nous ne savons pas utiliser les richesses naturelles que Dieu nous a données, si on peut employer le mot Dieu. Il y a partout des compétences à l'échelle planétaire. Je veux dire des compétences d'origine africaine. Qu'est-ce qu'il faut? Et nous disons, nous sommes fatigués de critiquer. Premièrement, il faut battre la monnaie unique africaine. Ici et maintenant et tout de suite. Comment est-il possible? Eh bien, une monnaie, elle est garantie par la valeur synthétique des matières premières qui domine le monde avec le dollar. Ils n'ont que 8200 tonnes d'or dans leur banque centrale qu'on appelle la Fed. Mais ici et maintenant, si les Africains acceptent de s'unir autour d'une monnaie unique que nous appelons en abrégé la MUA, cette MUA sera garantie par 120 000 tonnes d'or. Ici, c'est 120 000 tonnes d'or. Et j'ai dit, et il faut que les Africains nous écoutent, surtout les Africains qui souffrent. Eh bien, il y a un pays qu'on appelle Ouganda. Le mois dernier, on a découvert, notez-le bien, et prenez vos portables sur Internet pour vérifier. On a découvert 31 millions de tonnes d'or dans le sous-sol de l'Ouganda. Et on n'a même pas fouillé tout l'Ouganda. Deuxièmement, vous êtes d'accord avec moi que tous les pays d'Afrique ont de l'or ou des diamants. Donc on demande à l'Ouganda, si vraiment les Africains veulent sortir de l'ornière économique, on dit, nous créons notre monnaie, eh bien, sors-nous 120 000 tonnes d'or et chaque année, chacun va payer 20 tonnes, 30 tonnes, en tout cas sur 60 ans, sur 100 ans, etc. Ou alors par son équivalent. On peut le faire. C'est une question de décisions politiques et surtout de la survie des Africains qui meurent, qui désertent l'Afrique, le continent le plus riche au monde, qui s'en vont mourir dans les océans, qui s'en vont mourir dans les déserts, qui s'en vont se faire esclaves volontaires dans les pays arabo-musulmans. Parce que ces enfants qui s'en vont, face à eux, se trouvent des dirigeants qui sont aujourd'hui dans l'incapacité de prendre des décisions sanitaires, pourtant, qui sont à leur disposition. Donc, je disais que la monnaie unique africaine, elle va dormir dans une maison qu'on appelle la Banque centrale africaine, laquelle Banque centrale africaine aura pour membres, autrement dit, ceux qui vont apporter ce qu'on appelle le capital social, ce sont toutes les banques centrales nationales et les banques centrales communautaires, comme par exemple la BEAC, la CEDEAO. Les banques centrales nationales sont celles du Nigeria, de l'Afrique du Sud, etc. Mais on aura la même banque centrale africaine. Et là, on va prendre les décisions, lesquelles décisions prises au cœur de la Banque centrale africaine seront répercutées dans tous les pays par les banques centrales nationales, lesquelles banques centrales nationales sont en contact direct avec les banques commerciales. Et ce sont ces banques commerciales qui sont en relation directe avec les ménages, les entreprises, etc. Donc, si la Banque centrale africaine dit « nous allons développer l'Afrique », donc, par exemple, le taux d'intérêt directeur est de 1%, eh bien, c'est ça qui est répercuté partout. Et la banque commerciale qui fait du commerce va prendre l'argent à 1%, plus 3% pour sa marge, ça fait 4%, on va facturer aux ménages, aux entreprises, et on va entreprendre. On n'aura pas besoin ni du FMI, ni de la Banque, de la Banque mondiale. Mais les Africains refusent obstinément de prendre ce genre de décision. Et ils s'accommodent à la subordination dictée par les occupants habituels. Donc nous disons, avoir des richesses naturelles, c'est une chance. Encore faudrait-il se donner les moyens objectifs pour transformer les matières premières naturelles que Dieu nous a données. Parce que si nous avons notre monnaie, eh bien nous nous donnons là les moyens objectifs pour transformer justement les matières premières agricoles, minières, minérales et énergétiques. Alors, matières premières agricoles, minières, minérales et énergétiques en produits finis qui vont générer de la richesse qu'on appelle les valeurs ajoutées. Lesquelles les valeurs ajoutées
vont éliminer la pauvreté. Ce n'est pas avec le franc CFA qu'on va se développer. Et les autres, les monnaies, la mosaïque des monnaies nationales pacifiques, nous sommes inefficaces. Ceux qui, en 1880, et à la conférence de Nice-Afrique, ils savaient pourquoi. Donc c'est ça qui nous amène tout naturellement à la troisième solution qui est l'État fédéral africain. Que ça, c'est un piège. Mais surtout, première solution, battre la monnaie unique africaine, nous serons forts. Et surtout quand on aura la monnaie unique, qui sera la mieux garantie au monde, eh bien, tout de suite, nous allons demander à ce que nous soyons payés dans notre propre monnaie. À l'exemple de Vladimir Poutine qui dit aux Occidentaux de lui payer son gaz en roubles. Hier, il négligeait le rouble. Mais ils ont besoin du gaz de la Russie. Eh bien, ils sont obligés d'aller chercher sur les marchés financiers le rouble pour payer leur facture de gaz. Eh bien, nous aussi, nous devons payer nous dans notre MUA. Ils sont obligés. Or, la demande étant sera supérieure à l'offre, nécessairement, eh bien, la MUA sera elle va prendre de la valeur et ça sera la meilleure monnaie du monde. Pour deux raisons que je vous dis, je répète. Un, parce qu'elle est garantie puissamment par 120 000 tonnes d'or décaissées tout de suite par l'Ouganda. Deuxièmement, parce que ils vont nous payer dans notre MUA. Ça là, il faut qu'à bon change encore des teints, de couleurs, pour parler aux Africains, pour que les Africains puissent comprendre. Parce que nous ne nous faisons pas confiance. Quand bien même vous parlerez depuis Paris, serait même en train d'enseigner les petits blancs chez eux. Mais ce complexe d'infériorité du noir devant l'homme blanc est un handicap majeur. Or, ici, en Europe, les gens disent que ce n'est pas parce que les Africains ne sont pas capables de se développer. Mais nous leur enseignons des fausses théories pour qu'ils ne se développent pas. Parce que le jour qu'ils vont se développer, nous autres occidentaux, nous n'aurons rien à manger. Voilà pourquoi ils viennent avec la force. Donc, il faut arrêter de croire à l'angélisme. Sur cette terre, on ne joue pas au saint. On ne fait pas preuve d'angélisme. C'est la force. Tant que nous ne nous donnerons pas la force, les moyens puissants pour nous développer, nous serons toujours esclaves. Et je répète, aujourd'hui, c'est l'occasion unique. Ceux qui suivent l'actualité, la Russie vient de dire, vous connaissez ce qu'on appelle l'arme puissante qu'on appelle Satan 2, qui depuis Paris et depuis Moscou peut en quelques secondes effacer la France, effacer l'Angleterre. Eh bien, la Russie et Vladimir Poutine est prête à donner ce genre d'armes puissantes à l'Afrique. Question, est-ce que les Africains ont les moyens pour payer? La réponse est 1000 fois oui, parce que nous avons les moyens comme l'or, le diamant, etc. On peut le faire. Mais encore faudrait-il qu'on se décide et qu'on arrête de pleurnicher. Parce que dire que nous sommes victimes de nos richesses, mais ça veut dire en clair, nous avons des richesses, mais nous sommes des idiots. Nous ne savons pas comment on les transforme, comment on en profite. Voilà la réalité. Donc nous disons aux jeunes Africains surtout que le combat de libération, l'art de combat de libération de l'Afrique a sonné. Et il faut se mobiliser. Ce qui nous amène à l'industrialisation. L'industrialisation, c'est la transformation, je le répète, des matières premières en produits finis. Et quand vous faites ça, vous ne pouvez que vous enrichir. Je prends un petit exemple pour que tout le monde me comprenne. Prenons le cas de café cacao. Lorsque vous allez à Paris ou dans n'importe quel pays européen, la tasse de café que vous prenez dans un bar coûte à moins 2 euros. Ce qui veut dire que, et quand on demande au barman, dans la tasse de café, vous avez mis combien de grammes de poudre? Parce que c'est une tasse chaude, de l'eau chaude. Eh bien, il répond que c'est 8 grammes, mais que j'arrondis par commodité à 10 grammes.
Ce qui veut dire que comme 1 kilo c'est 1000 grammes, 1000 grammes divisé par 10, ça fait 100 tasses. Quand il aura vendu 1 kilogramme de poudre de café, il aura vendu 100 tasses. 100 tasses multipliées par 2 euros, il récolte 200 euros. Question, le kilo de café qui vient d'être vendu à 200 euros, que le consommateur final paye à 200 euros, on l'a acheté à combien? À l'Africain. Eh bien, c'est le fils d'un paysan authentique qui vous parle. Dans le meilleur des cas, eh bien, on paye ça 300 francs CFA aux paysans africains, c'est-à-dire 0,45 euros aux paysans, auquel s'ajoute le droit unique de sortie de 200 euros. Au total, ça fait 500 francs CFA, c'est-à-dire 0,76 euros que j'ai vendu par commodité à 1 euro. C'est ce que l'occidental paie. Quand il prend le kilo de café, il le met dans son bateau et il va en Europe. Il faut qu'il assure contre les pirates de mer. Mais qui travaille dans ces compagnies d'assurance, ce sont les Occidentaux. Je passe sur les détails. Il arrive au port de Rouen, de Passau, etc. Et on va déballer et on va le transporter dans l'usine Nestlé ou bien peu importe dans l'usine pour que ça soit transformé en poudre. Mais qui travaille dans cette usine, ce sont les Occidentaux. Et quand la poudre sort de la machine, il faut emballer. Les compagnies d'emballage qui travaillent dedans, ce sont les Européens. Et c'est là qu'on va le vendre dans un supermarché. Comme, je ne vais pas citer les noms, mais vous les connaissez. Qui travaille dans ce supermarché, ce sont les Occidentaux. Et c'est là le barman bien payé pour aller alimenter son bar. Mais qui travaille dans ces bars, ce sont les Occidentaux. Et voilà tout un cycle d'emploi, c'est-à-dire tout ce qui est lié, dans ce cas précis, au café, eh bien, tous les emplois liés sont hors de l'Afrique. Question, mais qu'est-ce qu'on doit faire? Eh bien, la machine, elle est neutre en attendant que les Africains fabriquent eux-mêmes leurs machines. Ils peuvent importer, c'est-à-dire acheter la même machine, que ce soit en Australie, aux États-Unis, au Japon, etc., et l'implanter dans leur pays, c'est-à-dire en Afrique. La machine va faire exactement le même travail. Et tous les emplois qui sont liés à la transformation de ce café en poudre seront localisés en Afrique. Et si on a tout fait, à défaut de consommer nous-mêmes, on va exporter. Sur les 200 euros que le consommateur final paye, nous, on peut leur demander simplement 50 euros. L'État va recevoir 50 euros. L'État étant ce qu'il est, sur les 40 euros, il prend 40 euros et il donne 10 euros aux paysans. Le paysan, 10 euros, c'est 6 555 le kilo. Mais il sort immédiatement de la pauvreté. Lui qui persévère hier 300 francs, si on lui donne maintenant 6500, il sort immédiatement de la pauvreté. Ce que je viens de dire pour le café, c'est valable pour toutes les matières premières, qu'elles soient minérales, minières et énergétiques, comme le pétrole, le gaz, etc. Donc, la solution, elle est connue mondialement. Il n'y a que les Africains. Et les Africains seuls qui ne comprennent pas ça. D'accord. Merci à vous, professeur Nicolas Agou. Vous avez été un tout petit peu prolixe, mais il nous fallait au mieux apprécier et cerner, on va dire, les enjeux donc autour de ce fait d'actualité. Monsieur Benoît Kouké-Béné, je vous retrouve. Et je voudrais que vous puissiez rebondir sur un fait qu'a évoqué d'ailleurs le professeur Nicolas Agou. Alors, est-ce que le fait que les nations africaines ne puissent pas, on va dire, capitaliser des richesses de leur sol, du sous-sol, il a parlé des richesses minières, minérales et j'en passe, est-ce que c'est le fait même
du manque de volonté de ces derniers. Quand on sait quand même, vous qui avez géré les hydrocarbures pendant plusieurs années du côté du Congo, quand on sait qu'il y a comme une espèce d'omerta qui recouvre l'exploitation de ces ressources minières sur le continent africain, avec comme une véritable épée de Damoclès venant des États impérialistes qui semblent parfois mettre comme une espèce de veto même autour de l'exploitation à bon escient de ces ressources-là. Est-ce que dans ces éléments, on ne peut pas y retrouver les preuves de l'immobilisme que l'on observe aujourd'hui au niveau du développement économique de nos États aujourd'hui? Votre micro, monsieur Koukébéné, ouvrez votre micro, je vous en prie. Ouvrez votre micro, monsieur Koukébéné, je vous en prie, votre micro est fermé. Alors, est-ce que nous avons Benoît Koukébéné? D'accord. Allez-y. Allez-y, c'est bon cette fois-là, allez-y. Ah, c'est bon, d'accord. Oui, mais je vous remercie. Je disais que le professeur nous a fait des leçons d'économie, des leçons, j'allais dire même de nationalisme. Et c'est vrai. Mais moi, je vais rebondir en disant que tout ceci nous amène à un sujet qui doit être abordé. Problème de souveraineté d'abord. Est-ce que pour faire ça, est-ce que nous sommes souverains d'abord? C'est ça. La souveraineté, c'est pour un État ou un pays, c'est de ne pas dépendre d'autres. Il ne faut pas dépendre d'autres. La souveraineté, c'est que vous dépendez d'abord de vous-même. Et ceux qui sont à la tête du pays doivent l'appliquer pour l'intérêt de leur peuple. Maintenant, quand vous reprenez notre histoire, nous avons été colonisés. Et on l'est encore, il faut se le dire. Et c'est là on se demande, qu'est-ce qu'on va devenir? Bien sûr, tout ce que le professeur a cité, une des souverainetés, c'est la monnaie. Un pays qui n'a pas de monnaie, où est sa souveraineté? Notamment. Un pays qui ne peut pas décider de lui-même. Un pays qui parle des amis politiques, des trucs comme ça, des pays, mais il y a un grand homme politique français qui avait dit que les États n'ont pas d'amis, les États ont des intérêts. Et comme nous ne défendons pas nos intérêts, il y en a qui le font à notre place pour leurs intérêts. Alors, ce que le professeur a dit, c'est vrai, mais maintenant il faut savoir, j'allais dire de manière un peu simpliste, que faire? Parce que tout le problème, il est là. Parce que on est presque cerné par notre propre histoire. Quand on parle du Mali, si on remonte dans l'histoire, l'empire du Mali, c'était un empire très fort. C'est un empire très fort. Si aujourd'hui les patriotes nous ramènent vers là, c'est une bonne chose. Que faire? Personne n'ignore que le fait que l'Afrique ait de ressources minières très importantes, c'est pour ça que parfois on dit que l'avenir de ce monde, c'est l'Afrique. Eh bien, il y en a qui n'en ont pas ou qui en ont peu, qui ne veulent pas nous voir nous développer. On nous a créé même des termes du genre la malédiction du pétrole, la malédiction des ressources minières. C'est tous ceux qui ne veulent pas qu'on se développe qui distillent ce genre d'informations. Donc, c'est de vrais problèmes. Alors, moi, pour le sujet que je connais plus ou moins, c'est-à-dire ce qui concerne les ressources minières, c'est-à-dire le pétrole, le gaz, tout ça là, j'en parlerai. Mais
ne nous leurrons pas. Tout ce qui se passe en Afrique, comme par hasard, n'est-ce pas, beaucoup de pays africains sont dans des situations catastrophiques, des guerres, des crises. Monsieur Bena Koukebene, je me permets peut-être de vous lancer afin que vous puissiez mieux rebondir sur votre axe de prédilection. Tout à l'heure, le professeur Nicolas Gbou a fait le parallèle, puisque vous parlez de la malédiction du pétrole et autres. Il a fait le parallèle avec quand même les pays du Golfe, eux également là-bas qui ont un sous-sol qui est assez nanti en termes de ressources minières et de ressources minières en tout cas en termes de gaz et de pétrole, ce qui va avec. Mais comment est-ce que de ce côté, si on peut faire une étude comparative entre ces États du Golfe qui ont réussi à capitaliser et les États du continent africain qui continuent on va dire, qui n'ont pas réussi à capitaliser en tout cas leurs ressources énergétiques et minières? Oui, mais c'est parce que les États du Golfe se sont libérés. Est-ce que les États africains se sont libérés? Pas encore. Parce que c'est là où je voulais en venir. Pourquoi, quand vous voyez, c'est surtout en Afrique, je vais parler de l'Afrique noire surtout, il y a des crises partout. Au Congo, on sait ce qui s'est passé, un peu partout, on sait ce qui se passe. Regardez un pays, la Guinée, qui est un scandale, Guinée de Conakry, qui est un scandale géologique. Regardez où est-ce qu'on a mené ce pays petit à petit jusqu'à presque tout détruire. Mais venons vers des choses encore plus concrètes. La République démocratique du Congo, là-bas aussi c'est un scandale géologique. Mais on a créé des guerres partout. Et je peux vous dire, d'après les informations qui se distillent petit à petit, ce qui s'est passé au Rwanda, c'est une organisation, n'est-ce pas, pour contrôler la RDC. C'est une organisation au plus haut sommet des États occidentaux. On abat un navire avec 2 chefs d'État à l'intérieur. L'armée française est là-bas. Mais jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas qui a fait ça. Et moi, je vais sur une hypothèse. Le fait qu'on ne sache pas que les gens sont là, c'est ceux qui étaient là qui l'ont fait d'une manière ou d'une autre. Alors, donc, notre problème, je parlais de souveraineté, je ne veux pas m'éloigner. Nous qui avons le pétrole, les pays du Golfe, comme c'est des pays qui sont libérés, comme c'est des pays qui sont souverains, ils arrivent, n'est-ce pas, à bien utiliser leurs ressources pour l'intérêt de leur peuple. C'est ce qu'ils font. Les autres vont même aller faire les salam aleikum là-bas parce qu'ils ne peuvent pas se passer, n'est-ce pas, de ces pays-là. Mais nous aussi, on a des ressources et pourtant on n'y arrive pas. On va parler du pétrole tout à l'heure. Le problème, il est là. Et qu'est-ce qui se passe? Parce qu'on est neutralisé culturellement, pour commencer ne serait-ce que ça. Culturellement. Et on ne bouge pas. Et aujourd'hui, il ne faut pas se cacher. En Afrique noire, surtout en Afrique au sud du Sahara, on nous impose des chefs d'État. On fait des coups d'État, de par-ci, par-là. Moi, j'en sais quelque chose. Voyez-vous, dès que vous commencez à faire quelque chose pour votre propre pays, dans mon cas, dans le cas du pétrole, j'ai essayé de faire des choses. Ça. Mais aussitôt, on a commencé par faire courir le brick. Voilà, les Souba est en train de donner le pétrole aux Américains. Comme eux, ils ont les médias, ils sont plus forts. Parce que ça, par exemple, c'est des mensonges, parce que les États-Unis sont au Congo depuis les années 1977. Et l'Issouba est venu en 93, en 92. Donc, c'est clair que je suis d'accord avec le professeur. Il faut qu'on se réveille. Il faut qu'on se réveille. Et il faut que nous réclamions notre souveraineté. On veut même nous imposer la guerre russo-ukraine. Ah oui, pourquoi vous ne prenez pas parti? Tout ça. Mais pourquoi? Est-ce que ça nous concerne, franchement?
Bien au contraire, ça nous fait du tort, parce qu'on ne peut plus avoir, n'est-ce pas, le blé, on ne peut plus avoir un certain nombre de vivres. Alors, Monsieur Benoît Koukebene, vous interrogez les questions de souveraineté quand on sait quand même ce que vous avez fait pour votre pays. On l'a dit à l'entame de cette émission, vous avez permis à votre pays d'avoir quand même des contrats de partage de production avec près de 33% des parts uniquement pour l'État congolais, ce qui est vraiment assez bénéfique. Mais est-ce qu'il n'y a pas là, dans le fond, une question de volonté de la part même des acteurs politiques qui sont à des postes clés tels que des postes liés à l'énergie ou alors à l'exploitation minière sur le continent africain? Est-ce que ce n'est pas là aussi la question de fond qu'il faille peut-être aussi questionner? C'est une bonne question. Moi, je ne cesse de dire à mes frères, notamment des Congolais, surtout les plus jeunes, vous voulez faire de la politique, mais il faut être courageux. Si vous n'avez pas de courage, ce n'est pas la peine. Ce n'est pas la peine. Parce que l'histoire des contrats de partage de production que j'ai initié au Congo, c'est une longue histoire. Je ne vais pas faire le tour, sinon on va perdre trop de temps parce qu'il y a beaucoup d'intervenants. Mais moi, je me suis battu pour que ça se réalise, parce que figurez-vous qu'avec le système de convention, l'État congolais ne touche rien et ne touche rien. Je vais vous donner quelque chose qui va peut-être vous faire rire. Vous imaginez que dans les conventions, les contrats, les conventions d'établissement de l'époque, non seulement on donne des territoires entiers à des sociétés pour 90 ans, 70 ans, et c'est une perte de souveraineté, c'est une partie du territoire. Mais il n'y a pas que ça. Ils ont accepté dans ces conventions le taux d'impôt sur les bénéfices. Écoutez-moi bien. 80%. Quelle est cette société qui va accepter un taux d'impôt pour 80%? Ça n'existe pas. Ici en Europe, on peut faire ça, c'est pas possible. Mais pourquoi ils l'ont fait là-bas? Parce qu'ils savent qu'ils ne feront jamais de bénéfices. Parce qu'ils savaient qu'ils ne feraient pas de bénéfices. Et comme le Congo l'avait entraîné dans cette affaire d'être actionnaire dans cette société occidentale, et ils attendaient que les pays, comme on appelle, les toucher, pas le perdième, j'ai oublié, de toucher les royalties. Les royalties. Je vais trouver le terme, voilà, je vais trouver le terme exact. Et moi, je me suis rendu compte qu'ils avaient fait ça exprès, parce que je me suis rendu compte qu'il n'y a pas de bénéfice. Comment vous voyez des sociétés qui travaillent chez vous, il n'y a pas de bénéfice. Pire encore, on va parler des raffineries et tout le reste. Mais pour faire des raffineries, il faut que vous ayez accès au pétrole brut. Si vous n'avez pas de pétrole brut, la raffinerie, là, vous allez la faire comment? Vous allez encore importer du pétrole pour venir faire fonctionner la raffinerie? Ce n'est pas possible. Et le Congo était dans cet état où le Congo n'avait pas accès au brut. Pas du tout. Il a fallu que des amis d'un pays autres, notamment l'Algérie, qui est venu réveiller le Congo. Parce qu'à cette époque, ils ne payaient même pas la redevance minière proportionnelle, alors que la redevance minière, c'est un droit. Elle se paye tête de pluie, c'est-à-dire que dès qu'on sort un baril, l'État doit prendre, pas toucher, il doit prendre sa part de pétrole en redevance minière proportionnelle. Même ça, il ne le faisait pas, il ne le donnait pas. Et c'est normal, on a vu nos premiers chefs d'État qui se sont battus proprement d'ailleurs, qui ont voulu modifier beaucoup de choses. Mais aussitôt on vous amène des révolutions, aussitôt on vous amène des coups d'État, on vous amène des trucs comme ça, donc on déstabilise et on détruit. Et le Congo a été encore victime tout récemment, parce qu'on a essayé de faire ce que je suis en train de vous dire. On voulait récupérer, nous voulons avoir accès au pétrole brut. Comme ça, nous faisons notre pétrole brut ce que nous voulons. Nous faisons tourner notre raffinerie comme on veut. Et tout ça. Alors, toujours la même chose, ils ont la peur de l'exemplarité. Le Congo fait ça, peut-être d'autres pays vont le faire. Et tout ça. Donc, il faut être courageux. Moi, j'ai pris le courage de dire au chef d'État, de dire au Premier ministre,
que cette situation ne peut pas durer, ce n'est pas possible. Il faut qu'on fasse quelque chose. Évidemment, avec la peur au ventre, puisqu'on sait comment on traite les gens. Mais j'ai quand même fait. Et mes chefs m'ont soutenu, que ce soit le président Pascal Lissouba, que ce soit le premier ministre Yombi. Ils m'ont soutenu parce qu'ils ont vu que c'était là l'intérêt du pays. Mais encore là, on n'était pas parti loin. Enfin, c'était une étape. Donc, il faut du courage. Donc, aujourd'hui, au lieu de se complaire dans une certaine facilité, mais il faut se battre. Parce que les pays du Golfe, c'est ça, ils sont souverains, c'est ça leur force. Ils sont souverains. Et tous les pays, même dans les pays du Golfe, regardez ce qu'on a fait de l'Irak. Quand l'Irak a voulu lever la tête, hein, on a dit qu'ils ont maintenant des armes, je sais pas, de destruction massive. Allez mentir publiquement aux Nations Unies pour vous dire qu'ils sont sans gêne. N'est-ce pas? On l'a tué, on a détruit le pays, il n'y a plus rien. L'Irak, il faut savoir que c'est la Mésopotamie pour nous les chrétiens. C'est quand même pas rien. On est allé détruire. Et Kadhafi, le pauvre, il veut faire des choses pour son pays et pour l'Afrique. On décide d'aller l'exécuter. Donc, face à ça, il faut que notre jeunesse, nos anciens sont encore là qui peuvent nous conseiller, il faut que notre jeunesse se prépare à ça. Parce que nous ne pouvons pas continuer comme ça. Nous ne pouvons pas. On ne pourra jamais se développer. Parce qu'en réalité, les pays occidentaux n'ont aucun intérêt à nous voir nous développer. Nous développer, comme a dit le professeur, c'est qu'il faut une industrialisation. Si nous faisons une industrialisation, nous savons utiliser nos propres matières premières. Nos propres ingénieurs font le travail. Ben, aujourd'hui, ils seront obligés d'acheter nos produits finis au lieu de faire ce qu'ils font. Vous avez des pays qui n'ont même pas des barres de chocolat, mais qui sont les grands vendeurs de chocolat. Les pays qui produisent le chocolat n'ont rien. Le cacao, je voulais parler du cacao. Alors, vraiment, c'est des réflexions. Cette émission, moi, ça me plaît parce qu'il faut qu'on parle de ces choses. Il faut qu'on parle de ces choses. Donc, c'est à nous de le faire. Mais tant qu'on nous imposera des chefs d'État à vie, on nous impose des chefs d'État à vie, les mêmes qui condamnent les coups d'État, c'est les mêmes qui supportent les coups d'État constitutionnels. C'est les mêmes qui supportent même des coups d'État dans d'autres pays. Hein? On est allé tuer le président tchadien. On n'a rien dit. Mais on supporte le Tchad alors qu'il y a eu un coup d'État là-bas. Alors quand les Maliens veulent faire quelque chose, ah non, non, non. Les Maliens, c'est non, non, non. Moi, je dis que nous devons soutenir la junte malienne. Nous devons soutenir la junte guinéenne. Nous devons soutenir ce qui se passe au Burkina. Nous devons soutenir ce qui se passe actuellement au Bénin. Nous devons les soutenir. Parce que c'est ça qui va nous sortir. De toutes les façons, c'est une brèche qui est ouverte. Le Mali vient d'ouvrir une brèche. Beaucoup de nos jeunes savent qu'ils ne pourront plus accepter ce genre de choses. Voilà ce qu'il faut dire à ce stade-là. Merci infiniment à vous, M. Benoît Koukebene, ex-ministre congolais des hydrocarbures entre 93 et 97. Professeur Nicolas Gbou, je me retourne vers vous puisqu'on est en train visiblement de boucler avec ce premier sujet lié au Mali. Le Mali est donc visiblement, quand on vous a suivi tout à l'heure, l'un des pays qui semble jusqu'ici réunir tous les éléments qui s'y est donc pour pour le développement économique de ce pays. Vous avez évoqué en tout cas ces instruments de l'impérialisme qui sont donc bottés hors, même s'il y a l'élément qui sous-tend véritablement cette révolution économique. Vous avez parlé de la question de la souveraineté monétaire qui fait défaut, mais les hommes, il y en a, la volonté également, ce qu'a d'ailleurs décrit tout à l'heure M. Benoît Koukebene. Qu'est-ce qu'il faut donc pour arriver à mettre et à impulser, professeur Nicolas Gbou, cette véritable démarche révolutionnaire en termes de développement économique du côté du Mali?
Bien, merci. On va toujours répéter. Dans l'histoire de l'Afrique, j'ai dit il y a une occasion unique en son genre qui se dessine devant nous. Et le Mali a mis les pieds. Parce que ce que le ministre vient de dire, pour ceux qui l'ont bien écouté, la souveraineté africaine, elle est fictive parce que justement les Africains sont incapables de se défendre militairement. J'insiste sur le mot militairement. Ça fait, les Arabes nous ont mis en esclavage pendant 14 siècles. Après l'esclavage arabe, il est venu l'esclavage des Occidentaux pendant 5 siècles. Après cet esclavage, c'est la colonisation. Maintenant, colonisation, néocolonisation. Et toujours les Africains sont dans une situation de faiblesse indescriptible. Pour la première fois, la Russie dit « Je mets les armes à votre disposition et vous allez vous défendre ». Le Mali est pris. Qu'est-ce que le Mali fait? Le Mali, je vous ai rappelé, le Mali a envoyé la force Barkhane, etc. Le Mali parle maintenant de sa souveraineté. C'est un exemple à suivre par tous les pays africains qui aspirent à la souveraineté. Et c'est ensemble, nous pouvons dégager les moyens, et les moyens existent. Ce n'est pas de la fiction. Je vous ai cité le cas de l'Ouganda. Sachant que tous les pays d'Afrique ont de l'or, ont du diamant. Évidemment, Kadhafi, le colonel Kadhafi a voulu créer le dinar or. Mais il était tout seul, ils l'ont tué et puis c'est fini. Mais la mort de Kadhafi n'entraîne pas la disparition de l'Afrique. Donc, aux Africains, et surtout aux jeunes Africains, que les solutions des problèmes de l'Afrique se trouvent dans les mains des Africains. Et ces solutions, il faut le répéter à satiété, jusqu'à ce que ça rentre dans l'oreille des Africains. C'est la monnaie unique africaine, s'unir autour de la monnaie unique africaine. Et ça peut se faire très rapidement, même en moins d'une semaine, parce que c'est une décision politique. C'est une décision politique. Donc, on va être généreux, on va dire que ça se fait en un mois. Le temps de demander à chaque peuple, à travers le Parlement de chaque pays, voulez-vous, oui ou non, la monnaie du colon, ou alors voulez-vous la monnaie du pays et de l'Afrique? On dit oui, au bout d'un mois, on a tous les résultats. Et on bat la monnaie. Cette monnaie, je répète, parce que quand on dit monnaie, c'est trop te dire, c'est l'argent. Parce que l'argent est le nerf de la guerre. Donc si on a notre propre argent, on est capable d'acheter les armes. J'insiste. Et ne soyez pas pressés pour qu'on puisse débattre dans le vide. On a l'argent pour nous-mêmes. Avec notre argent, on peut acheter les armes puissantes en Union soviétique, en Russie, comme fait déjà le Mali. Vous ne voyez pas, vous n'avez pas été surpris de voir que la force Barkhane, en un mot, les Français ont été renvoyés comme des malpropres du Mali. Pourquoi? Parce que les Maliens sont en coopération militaire serrée avec la Russie, qui est la première puissance nucléaire. Et la Russie est décidée à armer puissamment, non seulement le Mali, mais toute l'Afrique, pourvu que les Africains manifestent leur volonté. C'est de ça, chers frères, vous qui orientez le débat, c'est vous-même que j'interpelle personnellement, que les Africains se sont trop amusés. Nous avons passé trop de temps à critiquer. Nous avons passé trop de temps à moraliser les gens. En économie internationale de ça, il n'y a pas de morale. Les envahisseurs viennent manger, ils viennent piller. C'est nous qui sommes propriétaires des richesses. Si nous sommes incapables de nous défendre, mais c'est tout à fait normal. C'est un jeu
Dans un match de football, vous pouvez dire, mais j'étais prêt à marquer le but et puis mon adversaire m'a empêché de marquer. Mais c'est son devoir de vous empêcher. C'est exactement ça. Leur devoir, c'est de nous plier, comme ils l'ont fait depuis des siècles. Notre devoir aujourd'hui, c'est de nous défendre. Le courage dont a parlé le ministre, c'est bien, mais ça ne suffit pas. C'est ce courage-là, il faut le prendre pour aller vers Poutine, comme l'a fait le Mali. Vous n'avez pas vu? Les Maliens ont eu le courage d'aller au moment où ça chauffe. Ils sont partis en Russie. Et prenons le cas de Bachar al-Assad de la Syrie. Ici, en France, ils ont fait même un gouvernement provisoire pour remplacer Bachar al-Assad. Eh bien, Poutine a demandé à ce Bachar dans un avion sans escale, ils sont partis directement à Moscou. Ils ont signé les accords de coopération militaire. Et le même avion a pris, ils sont partis directement en Syrie. Les jours qui ont suivi, les Russes se sont descendus. Ils ont mis en échec tous les pays occidentaux qui étaient là-bas. Est-ce que vous attendez maintenant à parler des djihadistes là-bas? Tout est devenu calme. Donc si vous avez un partenaire comme ça, et qui de surcroît dit je suis là pour vous aider, je ne fais pas de la philanthropie, voilà les moyens militaires qu'on vous refuse, je suis prêt à vous les livrer. Vous avez les moyens pour me payer. Pourquoi nous passons le temps dans d'autres choses secondaires? Parce que c'est ça le problème de l'Afrique. On veut palabrer, discuter, faire des théories, tout ça. Ça ne nous mène nulle part. Il faut être concret. Être concret veut dire les Africains ici et maintenant doivent signer des accords de coopération militaire serrés avec la Russie et accéder à des armes puissantes. Et il y a quelques jours là, on dit Satan de là, ils vont en fabriquer plusieurs, 50 unités. Ils sont prêts à vendre ça à l'Afrique pour que l'Afrique puisse se défendre. Le Nord-Coréen, il est prêt à descendre en Afrique pour montrer aux Africains comment on fait la bombe atomique. Mais pourquoi les Africains s'amusent? Ils s'amusent. Ils sont là pour moraliser. Non, c'est pas ça l'économie. C'est pas ça gérer un pays. Il n'y a pas de pitié quand on gère un pays. Donc, je voudrais simplement résumer pour dire la première chose que les Africains doivent faire, et je vous demande pardon de bien m'écouter, car j'ai mis plus de 20 ans pour expliquer aux Africains que le franc CFA était du nazisme monétaire. C'est maintenant que les gens comprennent. N'attendons pas 20 ans, parce qu'on n'a pas dit que la Russie sera éternellement en guerre avec les Occidentaux. Les Occidentaux même se rendent compte qu'il faut maintenant demander pardon. Donc avant qu'ils ne se réconcilient, il est urgent, plus que jamais urgent, que les Africains viennent comme un seul homme vers la Russie pour acheter des armes et armer puissamment l'Afrique. Une fois on a cette puissance militaire, puisqu'on est capable de nous défendre, on ne pourra plus nous imposer des dirigeants, comme vient de le dire le ministre, parce que c'est ça la réalité. C'est ce qu'on appelle la politique du troisième homme. La politique du troisième homme consiste pour le premier homme envahisseur à envahir des millions d'Africains qui constituent le deuxième homme, mais pour y parvenir, il faut passer par un troisième homme. C'est une petite poignée d'Africains qu'on met là et qui appuie sur la gâchette. Et ceci est valable sur tous les plans, y compris sur le plan intellectuel. On va prendre un certain Aboum, on dit bon, viens avec nous, on lui donne quelques miettes d'argent là, et puis lui, il change complètement de veste. Et c'est lui qui va aller et faire des théories pour justifier l'injustifiable. Voilà où nous en sommes. Donc, l'Afrique a tout, l'Afrique a des hommes. D'ici 2050, nous serons 2 milliards. L'Afrique a toutes les richesses du monde. Qu'est-ce qui nous manque? L'Afrique a 62% des terres arabes. Pourquoi les Africains meurent de faim?
parce qu'on met à la tête des pays africains des dirigeants qui ne sont pas les reflets des Africains. Donc, nous disons et nous répétons, et surtout, je vous prie, vous qui êtes responsables des médias, qu'il y a 3 solutions majeures à laquelle s'ajoute une 4e. La première solution, c'est de battre ici et maintenant et tout de suite la monnaie unique africaine qui sera garantie par 120 000 tonnes d'or que l'Ouganda peut décaisser sur ses 31 millions de tonnes d'or. Les États-Unis n'ont que 8 000 tonnes d'or, hein? 8 200 pour être précis. Donc, on va battre notre monnaie unique. On aura notre propre argent. Et on va prendre dessus pour payer des armes puissantes. Ce sont ces armes-là qui vont nous protéger, nous tous les Africains. Personne ne viendra nous imposer qui que ce soit. Et à partir de là, nous allons définir nous-mêmes notre propre politique de développement. Et cette politique de développement, il y a une solution qui est connue à l'échelle mondiale, c'est ce qu'on appelle l'industrialisation. C'est-à-dire la transformation en produits finis de toutes les matières premières, agricoles, minières, minérales et énergétiques. Ici, énergie, c'est-à-dire le gaz, le pétrole et le reste. Parce que le ministre vient de parler de Pascal Lissouba. Mais j'ai écouté le discours de M. Pascal, du président Pascal Lissouba. Il dit il y a des gens, les Français, ils sont sur l'océan là-bas, auxquels même les Congolais n'ont même pas accès. Ils sont là-bas, ils exploitent et tout et tout. Avec ça, ils ont pu construire la défense, c'est ceux qui connaissent Paris. Tout ça, c'est la réalité. Mais qu'est-ce qu'un président, puis Pascal Lissouba, ou son remplaçant, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Parce qu'ils n'ont pas les armes. C'est ça la réalité. Donc, nous disons, nous avons trop traîné. Nous avons trop critiqué. Voilà l'occasion unique. Et vous qui êtes les médias, je vous en prie, c'est la plusieurs fois je vous dis ça. Insistez sur le fait qu'il y a une occasion unique. Parce que ça, là, si c'est passé, c'est fini. Nous resterons toujours esclaves. Le Mali nous donne l'exemple que quand vous êtes capable de vous défendre, vous pouvez renvoyer de votre territoire des pays comme la France. Est-ce que pour ça on a besoin encore de faire des cours d'économie ou bien des cours de sciences politiques? Voilà la réalité. Donc il faut saisir cette occasion. Le nouvel ordre mondial qui naît sous la houlette de la Russie et de la Chine, c'est un nouvel ordre mondial multipolaire. C'est-à-dire plusieurs centres de décision. Il faut que l'Afrique soit un centre de décision. Mais pour que l'Afrique puisse assumer ce rôle, l'Afrique doit être capable de se défendre. Se défendre militairement. Tant que les Africains n'ont pas compris ça, ils peuvent danser, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent, mais ils resteront toujours esclaves. Et tant que l'Afrique n'est pas libérée, je dis que tout Africain, pour être précis, tout noir, où il se trouve dans le monde, quelle que soit sa richesse, il est un esclave. Parce que l'Afrique n'est pas libérée. Notre référence, c'est l'Afrique. Donc nous disons aux Africains, on ne demande pas aux chefs d'État de quitter leur poste. Allez simplement vers Poutine et vous prenez les armes. Et on va armer puissamment l'Afrique. Une fois on a ça, nos ennemis sans putain vont nous laisser tranquilles. Une fois on a ça, on peut maintenant industrialiser le pays. On peut transformer les matières premières en des produits finis qui vont générer de la richesse qu'on appelle les valeurs ajoutées qui vont éliminer la pauvreté. On va dire, voilà, monsieur X, ça fait plus de 20 ans, 30 ans qu'il est en France. Il fait des heures de ménage, des heures de gardiennage. Il vieillit, il ne fait rien. Il rentre en Afrique parce que nous avons notre monnaie. On dit, toi-même, tu veux faire. Il dit, voilà mon plan. Moi, je vais élever les poulets. Il présente son poulet. On a un marché de 1 milliard, 300 millions d'Africains aujourd'hui, mais demain, 2 milliards. Sur 1 milliard, 200 millions, si vous prenez simplement un marché de 10 millions pour vendre les poulets, mais vous devenez très riche tout de suite. Vous sortez de la pauvreté. Mais pour le faire, il faut qu'un banquier vous finance.
Mais le banquier, ce n'est pas le banquier étranger. Ce n'est pas le banquier de l'Occident qui va vous financer ça. Parce que son rôle, c'est devenu de vous maintenir dans la pauvreté. C'est ça la réalité. Donc nous disons, comme on dit, l'argent est le nerf de la guerre. Quand on dit monnaie, c'est tout, c'est l'argent. Il faut créer cet argent et on en a les moyens. Ce ne sont pas les compétences qui manquent. Les compétences sont sur le continent africain. Mais ces mêmes compétences africaines sont à travers le monde entier. Dois-je vous rappeler, on vous a parlé de Apollo 11 qui a atterri sur la Lune. C'est ce qu'on vous dit. Mais est-ce que vous savez que ça a été rendu possible grâce à un noir américain? Beaucoup ne le savent pas. C'est tout récemment, ils ont révélé ça. En un mot, presque toutes les inventions brillantes, incontestables aux États-Unis, l'écrasante majorité, ce sont les Noirs. Parce que c'est eux qui étaient en esclavage, c'est eux qui travaillaient et c'est eux qui faisaient preuve d'inventivité. La Chine, qui mourait de faim hier, avant 1949, ils étaient moins de 500 millions. Ils mouraient de faim. Ils mangeaient même de la chair humaine. Il a fallu une guerre de libération totale, guidée par Mao Tse-tung et ses amis. Et quand ils ont pris le pouvoir d'État, eh bien, ils ont pu asseoir solidement une monnaie unique, qu'on appelle le yuan. Et c'est avec cette monnaie unique, ils ont mis les Chinois au travail. Qui est aujourd'hui au toit et sur le toit du monde? C'est la Chine. C'est la Chine qui finance les États-Unis d'Amérique. C'est la Chine qui finance l'Union européenne. En un mot, c'est la Chine qui finance le monde entier. Grâce au travail des Chinois. Travail rendu possible grâce à la monnaie du yuan, la monnaie unique du yuan. Parce qu'aujourd'hui, c'est 1,5 milliard. Mais ce n'est pas eux qui meurent de faim, c'est nous les Africains. Chaque pays africain pris isolement, 20 millions, dans le meilleur des cas, 25 millions. Et des gens sont incapables de se nourrir. Il y a un problème. Parce que c'est ce qu'ils avaient produit en 1885. Il faut faire de l'Afrique une poussière d'État microscopique incapable de se défendre individuellement. Donc, après l'industrialisation, ça nous amène à la troisième solution, c'est ce que nous appelons l'État fédéral africain. C'est cet État fédéral, c'est-à-dire les 54 pays restent là où ils sont. Chaque pays a les trois pouvoirs. Le pouvoir exécutif, c'est-à-dire le gouvernement, le pouvoir judiciaire pour la justice, mais surtout le pouvoir législatif pour faire le Parlement, etc. Et on met une ceinture politique autour de ces 54 pays africains. Il sort un être moral qu'on appelle l'État fédéral africain, auquel on donne 6 compétences. C'est-à-dire, comme nous formons le même pays, la première compétence de l'État fédéral, c'est ce que nous appelons la douane, les frontières. Ça revient à l'État fédéral. Deuxième compétence, on a la même diplomatie. Troisième compétence, on a les mêmes PTT. Quand vous écrivez aux États-Unis, c'est un seul terme que vous payez, alors qu'ils sont 50. Mais quatrième compétence, on a la même monnaie qui va circuler dans tout l'État fédéral. Et cinquième compétence, c'est la même défense. C'est-à-dire, c'est l'armée fédérale africaine qui va défendre tous les Africains. Tout ce qu'on appelle les djihadistes, tous ces gens vont disparaître. Parce qu'on a les moyens. On a la puissance militaire pour les mettre hors d'état de nuire. Et on va se faire respecter. Et enfin, la sixième compétence, c'est l'industrialisation. L'État fédéral est là pour surveiller tous les pays africains pour dire qu'il est interdit à chaque pays membre de l'État fédéral d'exporter hors de l'Afrique des matières premières non transformées. Il faut vendre à l'extérieur des produits finis. C'est ça qui va sauver l'Afrique. Il n'y a pas d'autre solution en dehors de celle-ci. Trois solutions. Je reprends. La monnaie unique africaine. Deuxièmement, l'industrialisation. Troisièmement, l'État fédéral. Et à laquelle s'ajoute la quatrième solution, c'est ce qu'on appelle la solution anthropologique. C'est-à-dire la résurgence du passé glorieux de l'Afrique qui a fécondé toute l'humanité. Il faut enseigner ça aux Africains.
que l'homme est descendu pour la première fois sur le sol africain, sur l'Afrique noire. Et j'insiste sur le mot noir, parce qu'il y a des gens qui ont peur d'être noirs. Et c'est l'homme noir qui a inventé toute la brillante civilisation pharaonique, toute la brillante civilisation mondiale que nous connaissons. Qu'est-ce que l'Afrique noire a apporté? Ça encore, il faut au moins 4 à 5 ans de conférences. Mais je dirais tout simplement que le monothéisme, le fait de croire en un Dieu unique, c'est l'Afrique noire qui l'a inventé. Toutes les sciences les plus ardues, dont les mathématiques, qui a inventé ça, ce sont les Africains. Et ça, on peut continuer. La médecine, la mécanique, tout ça, ce sont des Africains qui l'ont inventé. Et vous croyez que c'est par hasard qu'on est là, on est noir? Le taux de mélanine, le fait d'être noir, c'est ce qu'on appelle le taux de mélanine. Plus vous avez un taux de mélanine élevé, plus vous êtes un noir. Vous croyez que c'est par hasard que la nature nous a donné ça pour que les autres puissent comprendre? Tout récemment, on parle du Covid. Là, ce qu'on appelle l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, a dit c'est fini pour les Africains. Ils vont disparaître de la planète parce que vraiment, ils vont mourir par des millions. À leur grande surprise, les Africains sont là. Qui nous protège? C'est le taux de mélanine. Je ne veux pas aller trop loin, mais je suis en train de faire comprendre aux Africains d'arrêter de se complaire dans le statut de sous-hommes. L'Afrique a toutes ces richesses-là. C'est une bénédiction. La question centrale, si vous êtes couché sur des stocks d'or, que vous mourrez sur les stocks d'or, il est tout à fait normal qu'on écarte votre cadavre et qu'on prenne les stocks d'or qui sont là. C'est tout à fait normal. D'accord. Donc, nous disons et nous répétons et nous supplions les médias de répéter avec nous que les problèmes de l'Afrique ont leur solution dans les mains des Africains. Et cette solution, c'est la monnaie unique africaine. Deuxièmement, c'est l'industrialisation, c'est-à-dire transformer. Par exemple, depuis là, vous parlez du Cameroun. Mais il n'y a pas longtemps, on a dit qu'on a découvert 300, 500 matières premières différentes au Cameroun. Regardez dans quel état de pauvreté se trouvent des Camerounais. C'est dire à quoi? Parce que nous ne transformons pas toutes ces matières premières en des produits finis. Les plus riches au monde, ce sont les Africains. Donc, nous disons, il faut industrialiser. Le mot industrialiser veut dire ici, transformer en produits finis toutes les richesses naturelles en produits finis. C'est ça qui élimine la pauvreté à travers l'exemple que je vous ai donné pour le café. Merci. Ça, c'est la troisième solution. Il faut s'unir. S'unir dans un État fédéral. Parce que où est-ce que vous voulez aller? C'est une décision politique. D'accord, merci à vous, professeur Nicolas Gbou. On a vraiment bien cerné donc eh bien les contours de la mise en place et on va dire du développement économique des États africains. Il faut battre donc cette monnaie unique qui peut être garantie par 120 tonnes d'or et on a déjà un pays, l'Ouganda, vous l'avez d'ailleurs fait remarquer, qui en possède à profusion. Eh bien la question de l'État fédéral africain est selon vous vraisemblablement ce qui devrait être comme un véritable couronnement après l'industrialisation, mais également après s'être débarrassé du complexe d'infériorité, donc souffrirait, on va dire, certains États africains pris de manière globale, alors de manière individuelle. Et nous, on va relayer au plus fort donc ce message qui continuera à tonner dans les mémoires collectives afin que, eh bien, l'humanité, j'ai envie de dire l'Afrique tout entière, prenne définitivement conscience.